Bienvenue dans DCP du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. C'est le dernier épisode sans Fred, le bougre arrive bientôt à bout de son mémoire et il sera de retour dans 2 semaines. Mais en attendant, autour de moi, j'ai Jérémy et Julien. Bonjour. Bonjour. Au programme de cette émission, le retour de Jeff Nichols avec The Bike Riders. De son côté, Rose Glass revient avec Love Lies Bleeding. La réalisatrice de Sainte Maud, Grand Prix au Festival de Gérardmer 2019, met en scène Kristen Stewart et Cathy O'Brien dans une romance torturée entre bodybuildeuses. En deuxième partie, Jérém nous fait les chiffres de Kristen Stewart et on aura le Joker de Julien. Mais avant ça, que se passe-t-il sur la planète ciné ? Et on va commencer par Jérém, tiens. Alors je vais parler d'une saga d'action dont je sais pas si vous l'appréciez ou non, parce que c'est vrai qu'on a rarement parlé dans DCP, parce que Mel Gibson vient d'annoncer qu'il reprenait la réalisation de L'Arme Fatale 5. Mais ça fait pas genre 10 ans qu'il est annoncé celui-là ? De base, il devait être réalisé par Richard Donner, qui est malheureusement décédé en 2021, paix à son âme. Alors on n'a aucune date de tournage ni de sortie, mais en tout cas, Gibson a annoncé qu'il le réaliserait, et il le dit comme un film drôle, mais assez sérieux, et qui abordera des thématiques difficiles. Voilà. Et il y aura encore Donald Glover ? Oui. Danny Glover ? Danny Glover. Donald, c'est son fils. Mais il est pas trop vieux pour ces conneries ? Peut-être. C'est la fête du cinéma qui revient du 30 juin au 4 juillet. Donc la fête du cinéma, c'est comme le printemps du cinéma, c'est pendant l'été. La place est à 5 €, ce qui est plutôt pas mal pour la séance. Et ça tombe bien parce qu'il y a des films qui arrivent, Le Comte de Monte Cristo, Kind of Kindness. Mais pourquoi je parle de la fête du cinéma ? Je voudrais parler de la publicité qui est faite dans les cinémas pour la fête du cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu dans les bandes annonces. Oui, je l'ai vu hier. Alors, il faut savoir qu'ils avaient fait la même pub avec Alexandre Lamy et Damien Bonnard pour le printemps du cinéma. Et à chaque fois, je crois que c'est une bande annonce d'un vrai film. Et à chaque fois, je me dis, purée, mais le film a l'air bien. Donc pour le printemps du cinéma, c'était une sorte de un faux trailer de gros film d'action, mais vraiment kitsch et nanardesque au possible. Mais moi, je me suis dit, un film français qui assume faire du nanar, je prends. Et là, pour la fête du cinéma, c'était une sorte de comédie romantique cliché. Pareil, tu sens dès la bande-annonce que c'est assumé que ça va être cliché. Donc vraiment film parodique. Et je me suis encore fait avoir, c'est une fausse pub. Voilà. Moi j'ai souvenir des pubs d'il y a encore 2-3 ans qui étaient vraiment cringe, où t'as plein d'acteurs qui regardent la caméra et fait « Cinéma, je t'aime ». C'est vrai qu'ils ont vachement évolué, hein, parce que... Et ben moi, mon actu, elle concerne Paris. Alors, à Paris, ça fait 5 ans que le cinéma indépendant La Clé lutte pour survivre. Alors c'est une longue histoire juridique de rachat et de propriété que Fred, à vrai dire, saurait mieux expliquer que moi. Mais voilà, La Clé est systématiquement au bord de la fermeture et il est arrivé à Fred, par exemple, de participer au mouvement contre sa fermeture. Et bien figurez-vous que La Clé va survivre, puisqu'elle a été rachetée par un réalisateur américain particulièrement passionné des cinémas indépendants français. Un petit matin, le personnel a reçu un mail envoyé d'un iPad. De combien avez-vous besoin pour avoir le cinéma signé Quentin Tarantino ? Incroyable. Voilà. Donc Tarantino n'est pas le seul donateur. En fait, la survie de ce cinéma dépendait de dons. Par exemple, il y a David Lynch qui donnait de l'argent. Mais Tarantino est parmi les 3 plus gros donateurs qui ont permis le rachat de La Clé, et donc La Clé est sauvée. Mais maintenant, il faut racheter l'UGC Normandie qui a fermé. Ouais. Quentin, si t'as encore du fric... Si tu nous écoutes, Ça- Quentin. Ça va coûter vachement plus cher quand même. ouais, hein. tu m'étonnes. On passe aux discussions sur les films. Ça fait déjà 8 ans que Loving, le dernier film de Jeff Nichols, est sorti. Alors j'avoue que j'ai pas vu ce film de Jeff Nichols pour le coup, mais on va en parler. Nichols revient donc derrière la caméra avec un film de motard qui vise à retracer la naissance et la mort d'un club de motards mythique des années 60 aux USA. Ce film s'appelle Bike Riders, c'est avec Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy. C'était l'âge d'or pour les bikers. Paraît que c'est à toi qu'il faut que je cause. C'est toi le président. J'ai bâti ça à partir de rien. Je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise de toute ma vie. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Moi, c'est Béné. Je dois bien le reconnaître, j'en ai eu le souffle coupé. Dans les années 1960, l'ascension d'un club de motards fictif du Midwest vu à travers la vie de ses membres, passant d'un lieu de rassemblement pour les marginaux locaux à un gang plus dangereux. Donc moi je disais en fait Jeff Nichols. Pendant tout le film, j'ai confondu Jeff Nichols et Andrew Nichols. J'ai cru aussi, avant d'aller voir le film, je me suis dit, ah, mais Andrew Nichols, c'est le mec de Lord of War. Lord Et of du War, coup, en fait, pas du tout. pendant tout le film, moi je cherchais des similitudes entre Bike Riders et Lord of War. Je me disais, tiens, c'est marrant, il s'est vachement réinventé. Pendant que moi, je savais qui était Jeff Nichols, et que je l'avais pas confondu, c'est vrai que j'avais vu Loving, qui était son précédent film, comme tu viens de le dire, et c'est vrai que j'y ai vu des similitudes, personnellement. Moi, je ne connaissais pas Jeff Nichols, du coup, bonne découverte, et très envie de découvrir le reste de son cinéma. Si bonne découverte que ça ? Bonne découverte. Je dirais que Bike Rider, ça arrive à iconiser la figure du motard, vraiment d'en faire vraiment quelque chose d'un fantasme en fait, avec tout ce qui peut se raccrocher
la route, la communauté, ce côté un peu rébellion, mais à trop vouloir iconiser, c'est très fixe et ça manque peut-être cette vitesse qu'aurait eu besoin le film. On est d'accord. Donc du coup, on peut dire pour un film de motard, c'est assez long. Oui. D'accord. Mais justement, moi, c'est vraiment le mot qui me reste, c'est iconiser. Parce que le film passe son temps à vouloir iconiser tout ce qu'il filme, et surtout iconiser un acteur en particulier, c'est Austin Butler. Et est-ce que ça marche vraiment comme iconisation ? Est-ce que, parce qu'il te le présente quand même comme le successeur de Marlon Brando. Est-ce que Austin Butler a vraiment la prestance d'un Brando à l'écran ? Après, on avait déjà eu un peu ce dialogue-là dans un Joker, un peu dans les stars de demain. Et c'est très dur de faire une comparaison entre vraiment un âge classique extrêmement lointain, où même le rapport à l'acting a vraiment beaucoup changé. Mais en tout cas, je trouve, si tu prends vraiment ce plan d'entrée où il est au bar, qui était dans la bande-annonce, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Oui, le premier plan où on le voit, vraiment on a l'impression que c'est Dieu arrive sur Terre. c'est vraiment le mec, le coup de foudre qui est perçu par le personnage de Cathy, qui voit pour la première fois ce personnage, et nous on est en mode, on est censé être charmé par lui. Et franchement, je trouve que l'effet fonctionne très bien, et surtout qu'en plus au tout début du générique de fin, tu vois la photo qui a inspiré ce plan. Et je trouve que c'est assez bien reproduit. Ok. Parce que moi, je kiffe Austin Butler, en fait. Je le kiffe depuis Elvis. Et je m'étais dit, oh la vache, c'est une bête d'acteur. En plus, c'est vraiment un beau gosse. Et je suis jaloux de sa beau gossitude. Mais je trouve qu'il a pas trop joué dans ce film, pour le coup. Genre, c'est vraiment de la triplette d'acteurs, Jodie Comer, Tom Hardy et Austin Butler. C'est celui où je me dis, sors-toi les doigts un peu... Ouais, mais je laisse la parole à Jérémy. Mais parce que, en fait, ça va dans le sens de Loving, en fait. Parce que dans mon souvenir, c'était beaucoup des plans assez longs où les acteurs ont finalement pas grand chose à jouer, mais en fait où ça passe beaucoup par les gestes plutôt que par le dialogue, etc. Dans mon souvenir, Loving c'était très doux, très calme, très... mais un peu comme tu disais, même si c'est un film sur des motards, parfois il se passe des trucs, c'est pas montré de manière furieuse entre guillemets. On va dire, pas comme un Mad Max. Ouais, mais du coup, moi, je trouve que c'est pas un souci, justement, sur le jeu d'Austin Butler. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose du fantasme. Et c'est, je pense, qui est recherché par Jeff Nichols quand il filme Austin Butler, c'est ça, de retrouver un peu ce Brando dont on voit les extraits derrière la télévision d'Hardy. Et... en faire vraiment cette image pleine de fantasmes où, justement, tu vas pas le voir parler, tu vas le voir en arrière-plan. Et c'est aussi en fait ce qu'est le film, c'est que finalement tout est, et c'est aussi je pense aussi un des défauts du film, c'est que tout passe par l'énonciation de Cathy, donc de Jodie Comer, c'est elle qui raconte, donc c'est toujours par le prisme de sa vision. Parce que justement j'avais posé la question de Jodie Comer, parce que moi je suis dans un entre-deux par rapport à Comer. Je trouve que la performance est incroyable, mais je trouve le personnage, les mimiques du personnage un peu lourdingue. C'est très... De toute façon je trouve qu'en règle générale le film, de toute façon... c'est le contexte, mais il baigne dans la vibe 60s, 70s. Il la retranscrit très bien, et c'est une imagerie à laquelle je suis très sensible, moi. Mais l'incarnation de Jodie Comer, ce côté très femme de son temps, avec les manières de l'époque, je le trouve un peu lourdingue. T'allais dire, Jérém ? Oui, j'allais dire que ce qui m'amène à en parler du montage, personnellement, du film, que j'ai trouvé excellent, puisque en fait il arrive très bien à jongler avec les différentes temporalités, parce que tu retournes sur le moment où Cathy est interviewée pour repasser sur des moments dont elle se souvient. Ça, je suis pas d'accord. Ah ouais ? Justement, cette histoire-là de voyage dans le temps, enfin, c'est pas un voyage dans le temps, mais genre de passage d'un temps à un autre, ça part sur le personnage du documentariste. En tout cas, t'as ce gars-là qui interviewe Jodie Comer à plusieurs reprises. D'ailleurs, t'as l'encart interview de Cathy en 69 et interview de Cathy en 73. J'arrive pas trop à savoir comment ça s'imbrique, en fait. Et en règle générale, je trouve que ce personnage-là, il crée une sorte de boogie-boulga assez étrange entre, voilà, c'est un documentaire parce que c'est inspiré de faits réels, mais en même temps, c'est une histoire un peu fictive sur des personnages. Cet entre-deux-là, moi, justement, me perturbe un petit peu. Moi, je partage totalement l'avis d'Owen, et c'est ce que je disais un tout petit peu avant, quand je disais que le fait que ce soit raconté par le témoignage de Jodie Comer, je trouve que ça fait défaut au film, parce que certes, la qualité, comme tu disais, Owen, c'est de se rapprocher d'une volonté très documentaire, très réaliste, avec le côté très 60s, mais je trouve que ça casse énormément le rythme, et comme je le dis, je trouve que ça pose un vrai problème sur la question du point de vue. C'est-à-dire que c'est censé être les souvenirs de Jodie Comer, sauf qu'il y a des scènes où elle n'est même pas présente, et je trouve qu'en fait, on gagnerait à avoir vraiment une temporalité très présente, c'est-à-dire en termes d'unité de temps, d'être en direct de l'action, et pas d'avoir le récit de Cathy. J'ai beau avoir apprécié le montage, j'avoue que ce que tu dis, je l'avais remarqué aussi, et c'est vrai que si vraiment on est que du point de vue de Cathy, malgré le fait qu'il soit retranscrit par le documentariste, c'est pas cohérent, quoi. Donc ce précepte-là, il a lieu que quand ça arrange le récit. C'est ça. C'est-à-dire, t'as une scène par exemple où t'as Tom Hardy qui s'immisce dans la maison de Comer et de Butler. Comer s'en va,
Et en fait, la caméra suit Comer, et du coup, tu sais pas ce qui se dit entre Hardy et Butler. Et de temps en temps, bah comme ça, tu vas avoir des dialogues où elle n'est absolument pas présente, ou comment elle sait, tu ne sais pas, mais elle sait. Ça lui a été dit, mais... Ce qu'on lui a rapporté, tu vois, mais voilà, encore une fois, je trouve que ça rend l'ensemble un peu brinque-ballant. C'est ça, en fait, il aurait fallu que le personnage de Cathy soit présent dans quasi toutes les scènes, quoi. Enfin... Oui. Mais sauf que ça aurait été lourd. Ouais, d'une part ça aurait été lourd, et de deux il aurait fallu le justifier, ce qui est pas forcément facile selon les situations, quoi. Mais après on parle beaucoup là de la forme, de la mise en scène, mais moi sur le fond, c'est là où je suis beaucoup plus convaincu. Moi j'aime beaucoup en fait ce récit, c'est-à-dire ce récit en fait d'une désagrégation d'une communauté, et c'est surtout cet idéal qui est réduit en un rêve inaccessible. C'est-à-dire que c'est avant tout une histoire de marginaux, c'est ce que tu dis dans le résumé, c'est des marginaux qui arrivent à retrouver un semblant de lien social à travers une communauté. Et cette communauté va être parasitée de l'intérieur, elle va tomber dans la criminalité. Et ça, j'aime beaucoup. Et notamment, c'est finalement les deux récits qui s'imbriquent entre celui-là d'Austin Butler et de Tom Hardy, où le plan final, c'est ce rêve réduit à une nostalgie, c'est un son en arrière-plan qu'on entend. Moi, c'est marrant parce que je suis d'accord avec ce que tu dis sur le propos, mais quelque part, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le film, il se transforme petit à petit en propos de boomer. Parce que plusieurs fois dans le film, ils sont « Oh, les jeunes, oh, les nouveaux !» C'est un peu ça, ouais. C'est vrai, les jeunes en même temps, mais boomer. Oui, oui, de belles réflexions de boomer. Non, mais tu le sens petit à petit que le personnage de Tom Hardy, donc c'est Johnny, tu sens que au fur et à mesure, vu qu'il a plus la confiance de Benny, il a envie de donner sa chance à d'autres jeunes, mais au final, il sent qu'il n'y a pas mieux que Benny, et au final, c'est les jeunes qui ont sa peau, quoi. Moi, je l'ai pas interprété comme ça, c'est juste que... Alors, Benny, c'est le personnage de Butler. Oui. Le personnage de Comer, donc Cathy, le dit au début du film, genre, Johnny, il aime amoureusement Benny, mais de manière presque déraisonnée, de manière presque irrationnelle. Genre, il lui met en lui des espoirs qui ne sont même pas justifiés. Et justement, genre, le personnage de Butler, il a ce dialogue que je trouve très vrai, c'est qu'il dit, en fait, c'est pas moi. Genre, ce que tu espères que je devienne pour le club, bah, c'est quelque chose qui est même pas moi-même, en fait. Donc, tu te trompes complètement sur moi-même. Mais je trouve que c'est ça aussi la beauté du propos qu'a le film, c'est que pour que cet idéal se poursuive, il aurait fallu que justement ce soit quelqu'un comme le personnage de Benny, c'est-à-dire quelqu'un qui croit fondamentalement au club, quelqu'un pour qui le club, c'est vraiment toute sa vie, en prenne les rênes. Mais justement, le comportement de Butler et l'idéal qu'il poursuit, c'est-à-dire ce vent de liberté, en fait, est incompatible avec des fonctions de dirigeant. C'est-à-dire que paradoxalement, le seul moyen de faire vivre le club, c'est le personnage de Benny, mais lui-même ne peut pas assumer ça. Donc en fait, c'est un idéal, c'est très fataliste, en fait, c'est un idéal qui est fait pour se briser, et je trouve que l'analogie, en fait, c'est totalement une analogie du nouvel Hollywood. C'est-à-dire que le nouvel Hollywood, à la fin des années 60, début 70, c'est ça, c'est ce vent de jeunes réalisateurs qui prennent possession d'Hollywood, et finalement, ça se retourne contre eux en Hollywood qui retransforme les stars de cette période, c'est-à-dire des gens comme George Lucas, comme Spielberg, à en faire du gros blockbuster. Et en fait, c'était, dès sa conception, le nouvel Hollywood, quelque chose d'impossible. En fait, le fait qu'ils aient cette indépendance-là, ça pouvait pas se pérenniser en quelque chose d'institutionnel. C'est beau. C'est beau, putain. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite référence à Easy Rider. Oui, bien sûr. Bah, c'était un peu évident, mais... C'est même pas une petite référence, genre c'est... Le nom Easy Rider est clairement dit, mais j'adore l'utilisation qui en est fait, genre le personnage de Norman Reedus en règle générale. De toute façon, Easy Rider, on le dit souvent un peu comme le film fondateur du Nouvel Hollywood, donc je pense qu'il y a vraiment ce lien-là très nostalgique en fait d'une époque perdue. Non, j'aime beaucoup le film. Enfin, c'est pas un coup de cœur ultra fort, mais dans l'ensemble, la vibe qui s'en dégage, vraiment la douceur des personnages. Genre, t'es un peu triste de quitter les personnages en soi, donc... Oui, je trouve que, enfin, il y a des petites choses aussi, que ce soit, on parlait de cette iconisation quand tu as ce travelling entre Comer et Butler, mais tu vas avoir le même entre le gamin. Donc le gamin, c'est comme ça qu'il est crédité au générique. Hein. Ah ouais. Donc c'est ce jeune qui va tenter de prendre le pouvoir. Et Tom Hardy, c'est-à-dire que d'abord, ça passe par un regard. De même manière où Butler et Comer tombent amoureux, le gamin voit en Hardy une sorte de héros, il voit le motard passer, et ensuite ils vont se rencontrer une fois, et il va devenir en fait son ennemi, avant de se rencontrer une dernière fois. Et en fait, par 3 fois, Johnny rencontre la mort. Et j'aime beaucoup cette idée qu'il rencontre la mort, mais qu'en plus, il est lui-même à l'origine de sa propre mort, en fait, en ayant donné à ce gamin un rêve, en l'ayant à la fois détruit, par bon sens, qu'il le refuse dans le groupe, et qu'au final, ça l'entue, parce que justement, vu qu'il croit à un certain code de l'honneur, il arrive dans cette confrontation finale, totalement désarmé d'une certaine manière, et se fait... voilà. Je reparle vite fait du rythme que tu as évoqué. J'avoue, sur la deuxième partie,
Je me suis un peu plus emmerdé que sur la première. Parce que Moi, c'est l'inverse. Bah ouais, mais parce que justement, c'est pour ça que je disais que je trouvais que le montage sur la première partie, je le trouvais super bon en fait, et après je me suis peut-être lassé du truc, et que du coup sur la deuxième partie, j'étais un peu plus mitigé, j'étais un peu plus dans l'attente, et il y a plusieurs fois où je me suis dit, tiens, ça ferait un bon plan de fin ça. Bon, ouais, c'était pas la fin. Justement, pendant 1 heure, je me disais, tiens, c'est marrant, le film fait très tranche de vie, évocation de petites fêtes qu'on se fait entre amis, des trucs comme ça, sans que ça aille vraiment nulle part. Et justement, quand tu sens que c'est le début de la fin, là, bon, d'accord, ça se remet sur des rails un peu classiques, mais je me suis senti un peu plus à l'aise avec ce que le film racontait. Je voyais où le film allait en venir, alors qu'avant, c'était vraiment genre, ça vivotait à droite à gauche. En fait, le film fait beaucoup de préparation pour qu'à la fin, ça soit qu'il y ait les paiements à la fin, quoi. C'est ça. C'est un bon moment, voilà. C'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais même, mais c'est pas non plus le film de l'année, quoi. Ça manque juste le souffle qu'on aurait pu attendre à un film de moto. Voilà, Mais- même les scènes en fait en moto, tu sens jamais l'impression de vitesse, notamment la scène où Cathy se retrouve justement dans cette virée sur l'autoroute. Tu sens aucune vitesse, tu sens l'effet de groupe qui marche très bien, toutes les effets de communauté, mais il manque l'effet de vitesse en plus. C'est ce que je disais au début, Jeff Nichols, je pense que c'est pas son but. Parce que lui, je sais qu'il aime vraiment un rythme, il aime vraiment poser son temps, enfin, il aime prendre le temps de voir les choses, donc du coup, la vitesse, c'est vrai que c'est un peu antinomique dans sa manière de filmer quand même. Donc c'est pour ça que ça me surprend pas, finalement. Parce que toi, du coup, Julien, ça t'a donné envie de voir plus de Nichols. Est-ce Ouais. qu'il y en a un en particulier qui te donne envie? Non du tout, c'est vraiment, faudra que je pioche dans sa filmographie. Parce que j'entends souvent parler de Mud, et c'est vrai que Mud, ça a l'air bien, et Take Shelter. Mais après, c'est des films que je n'ai pas vus, que personne autour de cette table n'a vu. Take Shelter, ça avait été récompensé à Deauville, il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Ou c'était pas Midnight Special? Peut-être aussi. Un des deux. Je remarque aussi, c'est des films avec Michael Shannon, et là, il y a Michael Shannon. Bah c'est son acteur fétiche, Michael Shannon, Jeff Nichols. Il y a Dans un de quoi. rôle assez drôle quand même, je trouve. Mais tous les rôles sont drôles. Genre, tous les rôles ont une dimension drôle, quand même. Genre, bon, il y a Norman Reedus, mais chacun a son petit moment où il te fait marrer. Il y a Cafard. Il y a Cafard. Cafard. Hein. Non, mais c'est ça, tu repenses à tous ces personnages-là avec beaucoup de tendresse, parce que tu te dis, en fait... Bah, je pense que c'est aussi la réussite du film, c'est te fait vraiment ressortir cette nostalgie où à la fin t'es sorti de ces moments en fait perdus, puisque le club a changé à jamais. Le club n'est plus un club. À un moment donné, la narration arrête d'appeler ça un club. C'est un gang. C'est un gang. Voilà. Jérém, je sais que tu as quelque chose à rajouter. Les chiffres? Bah Les ouais. chiffres. The Backrider, c'est un budget de 35 millions de dollars, donc pour un premier week-end aux États-Unis qui a 10 millions de dollars. Donc on verra bien s'il se remboursera avec la suite de sa carrière. En tout cas, en ce qui concerne le premier jour en France, qui était le 19 juin 2024, il a fait 12 524 entrées, c'était le deuxième des sorties du jour, derrière le mastodonte Vice Versa 2 qui a fait le meilleur démarrage de l'année, à savoir avec plus de 527 000 entrées. Eh ben, on abandonne les 60s pour se projeter 20 ans après dans les 80s avec Love Lies Bleeding qui signe le retour de Rose Glass avec pour grande tête d'affiche Kristen Stewart. Le film est un mélange de romance maudite queer, de Roger Corman dans le monde des bodybuildeuses des années 80. Donc dit comme ça peut paraître un peu déroutant, mais on va décortiquer tout ça. D'où est-ce que tu sors, toi? Oklahoma. Je suis jamais sortie de cette ville. Tu faisais quoi avec Madame Muscle? On a surtout des étrangers un peu débiles. Ça va, les gars? Ça, c'est Jackie. Salut. Elle cherche du travail, elle est prête à tout faire. Est-ce que t'aimes les armes? Pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu fous ici? Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Bah, c'est bien. C'est un des meilleurs films de l'année pour moi. J'aime beaucoup Oui, le en vrai, projet du ouais. film, surtout d'utiliser la musculation, le bodybuilding qui en plus émerge et a une popularité dans les années 80. Mais c'est d'autant plus intéressant de parler de bodybuilding à une époque contemporaine où c'est peut-être un moment où c'est le plus populaire possible, de l'intégrer dans les années 80. Et plutôt que de traiter ça avec nostalgie, c'est de le traiter dans le côté étrangeté le plus haut possible. Et ça, c'est très bien. Moi, je savais pas que c'était un thriller en fait. Genre, j'étais vraiment parti sur vas-y, ça va être un film, un road movie de love vers Las Vegas. Du coup, j'étais pas du tout au courant que ça allait être très 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 violent parce que c'est très sombre en fait comme film. C'est ça, c'est...
Mais en même temps, quand tu vois que la réalisatrice a fait Sainte Maud avant, c'est pas très étonnant. Et même dans l'imagerie en règle générale, le film il est très sombre. Je sais pas si vous aviez ce sentiment-là, parce que je me suis dit, heureusement qu'on est dans une salle de ciné, parce qu'en vrai on verrait pas grand-chose, tellement l'image elle est sombre. Ah, ça se passe de nuit la plupart du temps. Donc après oui c'est vrai que même les intérieurs ils sont pas très éclairés parce que tu vois la salle dans laquelle elle travaille, enfin qu'elle gère même. Il n'y a pas tant de lumière que ça qui permettent de capter beaucoup de choses à l'image quoi. C'est Donc, très lynchien en fait, hein, je trouve comme film. Lynchien que ce soit même dans la pure esthétique, sur ces tons jaunes un peu sombres. Lynchien dans son onirisme, surtout séquence avec Eda et ses flashbacks très rouges. La séquence de fin sur, je pense, laquelle on reviendra plus tard. Et même sur la thématique, vraiment cette idée de mal tapis dans une petite communauté qu'on retrouve dans Blue Velvet, qu'on retrouve dans Twin Peaks par exemple. Le plan de la route. et puis pour moi c'est... Lost Highway Oui, le plan de la route c'est Lost Highway, ok. Ou Terminator 2. aussi. Mais j'ai eu plein de réminiscences d'autres films, d'autres réalisations Pareil. dans ce film. J'ai l'impression, du moment où t'as du frère Cohen parce que t'as de l'humour assez noir qui fonctionne très bien par rapport à la mort. Pour moi, à un moment donné, t'as un peu du Thelma et Louise, t'as du Requiem for a Dream pour moi à un moment donné. Et il y a du Schwarzenegger. Aussi. Et franchement, on disait tout à l'heure que l'imagerie est sombre, mais qu'est-ce qu'elle met en relief? La transpiration et le côté huileux du corps. Et ça donne envie de faire du sport quand même, hein. Et d'avoir un corps aussi huileux que ça. Je veux les mêmes bras, ils sont très beaux. Mais non, mais même sur cette esthétique, tu parles dès le début, mais je trouve qu'en fait, l'introduction annonce tout ce que va être le film. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette salle de sport, et en fait, t'as un mélange de deux choses. D'un côté, la salle de sport, elle est crade. Je veux dire, c'est jaune, c'est pas beau, et ça transpire, mais ça transpire crade. On est resserré sur le matériel de musculation, et en même temps, c'est montré comme une sorte de publicité. C'est-à-dire qu'on voit les corps travailler, on voit les phrases de motivation, et en même temps, ça te donne envie de faire du sport, et en même temps, tu sens déjà toute la dégueulasserie de cet endroit, notamment avec ces toilettes bouchées, qu'il va falloir déboucher, un peu comme une sorte d'analogie de tout ce qu'est la famille de Kristen Stewart dans le film. Je trouve que cette esthétique publicité, c'est un peu comme une volonté de s'échapper de la réalité de la diégèse du film, en fait. C'est-à-dire que la seule possibilité qu'on aurait de s'échapper de ce monde super sombre, ce serait dans ce lieu un peu fantasmé de cette salle de sport, mais qui est elle-même, en fait, une fausse publicité, en fait, de par son esthétique. Oui, où le paraître prime. C'est ça. Et du coup, ça donne quelque chose, un film qui est vraiment anti-nostalgique. Ça comprend tout ce qui fait les années 80. Mais là où on parlait de Nicole juste avant, faisait quelque chose de très nostalgique sur les années 60-70, là on est plus sur un contrepoint des années 80. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film qui voudrait dire oui les années 80 c'était totalement pourri, mais plutôt te dire que les années 80 c'est pas le paradis si rêvé que ça. Mais justement, tu parlais de sorte de petit paradis. Moi, le paradis, je l'ai ressenti dans l'intérieur de l'appartement de Kristen Stewart. Qui justement, genre pendant une partie du film, c'est vraiment le lieu du bonheur, le lieu de l'insouciance. Et dès qu'on sortait à l'extérieur, là c'était la grosse merde. Et justement, cet intérieur, petit à petit, il devient le lieu des pires atrocités. C'est ça, c'est pour ça que je disais que la salle de sport c'est une sorte de faux paradis. Mais justement, je trouve que la relation entre... alors j'ai plus le nom de l'actrice qui fait Jackie. Cathy O'Brien. Je trouve que la relation entre Cathy O'Brien et Kristen Stewart est magnifique en termes de relation, en termes d'amour. Et je trouve que toutes les scènes qu'elles peuvent avoir entre elles sont jamais gratuites. Ça arrive à te faire transmettre vraiment une passion, une sublimation. Tu ressens vraiment l'amour entre les deux personnages et perf. C'est ça. Et je pense d'ailleurs que ce film-là, si ce scénario-là avait été la base de ce qu'a été le film de Cohen, on en avait parlé, Drive Away Dolls, ça aurait pu être un bon film. En fait, je trouve que les deux films peuvent être liés sur bien des points. Et Drive Away Dolls, c'est tout ce qui était mauvais, alors que ce film-là prend des thématiques très similaires et en fait quelque chose de super. J'ai juste ajouté une petite anecdote sur Cathy O'Brien par rapport à sa performance, déjà qui est vraiment exceptionnelle. Excellente. Alors j'ai appris qu'elle a les ceintures noires d'art martial, c'est quand même cool. Et en fait, pendant la performance, pendant le tournage de Love Lies Bleeding, elle a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Crohn. Oh. Et je trouve que ça rend la performance encore plus impressionnante. Ouais, sur les douleurs ressenties. C'est ça. Tu m'as appris un truc là. Bah écoute, Wikipédia m'a appris ce truc il y a 1 heure, hein, donc... Ouais, non, mais c'est intéressant de savoir par rapport à ce qui se passe dans le film. Et exactement, parce que le film te parle un peu de ce corps exceptionnel, parce que le film filme le corps de Cathy O'Brien comme un corps exceptionnel, comme un corps unique,
mais petit à petit, il t'en montre vraiment l'atrocité, l'horreur qui peut s'en dégager. Quant à cette scène d'hallucination où elle se retrouve à vomir, je ne dis pas quoi, c'est très From Software, c'est très Dark Souls comme Ou très imagerie. Cronenberg. Ouais, moi ça m'a plus évoqué From Software, mais... Non, mais oui. non, mais Berserk, hein. c'est ça. Justement, genre, je trouve que toute cette évolution du corps de Cathy O'Brien et le traitement que ça en fait, je trouve ça fou. Il y a juste la fin, où je suis moins convaincu. Alors, je me doutais que la fin pourrait piquer, mais pour revenir sur l'histoire du corps, on est vraiment sur une notion du body horror qui marche super bien, parce qu'il y a la notion de freak, vraiment de l'étrangeté qui est au cœur du film. Tout, en fait, passe par l'étrangeté. Donc déjà, je parlais de l'idée de la salle de sport, mais déjà, les personnages, le fait qu'on parle de bodybuilding, mais d'une femme qui fait du bodybuilding, donc c'est déjà vu un peu comme une sorte d'anomalie. Le fait qu'on soit, même on est vraiment dans une Amérique profonde, vraiment cette Amérique du deuxième amendement, avec vraiment une forte présence des armes, et même Ed Harris, c'est vraiment la figure du redneck qui collectionne des insectes, qui a une coupe mulet, et mais tout, même dans, je pense, la déformation du corps, donc c'est la déformation de Cathy à force de prendre des stéroïdes, on entend ses muscles craquer de plus en plus, mais il y a aussi la sœur du personnage de Kristen Stewart, quand elle se fait tabasser la tête, son visage est tuméfié à un point, c'est horrible, enfin vraiment à voir ce visage, il est mais marquant à un point. Non, puis il y a la torture d'un visage aussi qui est particulièrement marquant Voilà. et qui revient subrepticement Oui. dans le film. En effet. Des fois, quand ça se passe, c'est filmé très d'un point de vue extérieur. Donc tu vois pas les détails. Et en fait, plus le film avance, plus il ramène. À ce détail-là. Et c'est assez atroce. Parce qu'il y a une scène d'exécution par la violence du corps, encore une fois, parce que j'aime beaucoup ce que dit Cathy O'Brien à un moment dans le film, quand elle dit « Le métal est une arme dans laquelle tous les humains peuvent se retrouver, mais je préfère la force de mon corps. » Justement, j'ai noté un truc là-dessus. Bah vas-y. Parce que pour moi, la force brute de ce personnage, et elle le dit, je préfère ma force naturelle, donc comparée à celle d'une arme à feu, mais cette force naturelle, en fait, elle lui permet à la fois son épanouissement personnel, parce qu'elle peut aller à la compétition grâce à ça, malgré qu'elle prenne des stéroïdes, mais aussi pour moi, ça sert à sa vengeance, du coup, ce corps féminin, cette musculature, ça sert à sa vengeance. On parle de la scène du défouraillage de gueule de JJ. Il se fait bien défourailler la gueule. Je dis pas de quelle manière, mais il se fait défourailler la gueule. Et même si c'est de l'hyperbole, tout ce qui se passe à la fin, tu vois. Enfin, pourquoi c'est guidé par une sorte de vengeance, selon moi, car les deux premières choses qu'on peut voir dans le film et ses interactions avec un homme, d'une part un acte sexuel tarifé, et d'autre part elle se fait frapper par un homme. Ce qui amène au film à dire que les hommes foutent un peu la merde partout. Je trouve, parce que le père en fait contrôle tout ce qu'il y a dans le film, hein, globalement. Il y a JJ qui fout pas mal la merde également, tu vois, enfin il bat sa femme. Le film énonce clairement qu'on excuse un peu trop facilement aux hommes ce qu'ils peuvent faire, donc Moi je trouve que ça va un peu plus loin que la simple violence masculine, parce qu'il y a vraiment une notion de circulation de la violence. Je trouve qu'il y a notamment une scène qui est super intéressante, c'est un peu à la toute fin. C'est quand Kristen Stewart rentre au manoir familial et retrouve sa sœur. Sa sœur l'accuse et lui dit qu'elle ne comprenait pas ce que c'était que l'amour, donc malgré qu'elle pouvait être battue par son homme. Mais en fait, la relation qu'entretient sa sœur et JJ, elle est d'une certaine manière assez similaire entre ce que vont vivre Kristen Stewart et Jackie, du coup. Puisqu'il y a un moment où Jackie va s'énerver, va frapper... j'ai plus le nom du personnage. Lou va frapper Lou. Et en fait, tu as cette circulation de la violence où même à un moment, Jackie va pointer un flingue sur Lou. Et toute cette circulation de la violence, en fait, du père à la sœur, au gendre, et même à une violence aussi de concurrence avec l'autre petite amie de Lou, en fait. Où ça va rentrer une rivalité, en fait, où ça finit, j'en dirai pas plus, dans la violence, en fait. Moi, c'est un truc, par exemple, qui m'a frappé quand j'ai regardé le film. C'est à quel point, ok, on te fait t'attacher aux personnages de Lou et de Cathy, comme étant vraiment les personnages auxquels tu dois t'identifier, mais à aucun moment le film ose te dire que c'est des bonnes personnes. Ah non, C'est-à-dire clairement qu'il pas. il est clairement honnête sur le fait que ces personnes veulent s'en sortir dans un cercle de violence qui est absolument affreux, mais faut pas oublier qu'ils sont aussi responsables de cette violence. Ils en sont même parmi les plus responsables. ouais, c'est ça, ils y participent pleinement, même si c'est un peu contrôlé par le père. Pour moi, je trouve que le père est le personnage clé du film qui contrôle tout ce qui se passe. Oui, mais il y a des actes, par exemple, que Jackie fait indépendamment totalement de ce père, Oui, avant qu'il se... qui font que, voilà quoi, c'est pas à tout remettre sur la faute de ce personnage de Ed Harris, qui d'ailleurs, vraiment, je trouve c'est un méchant de fou furieux. J'adore ce méchant. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ne joue que des méchants, Ed Harris. Mais moi, à chaque fois que je vois Ed Harris, je pense à Abyss, et il est pas méchant dans Abyss. Bah, j'ai pas vu Abyss, mais moi, tu me dis Ed Harris, déjà, j'ai Stalingrad en tête, Mhm. gros méchant. Ensuite, il y a Westworld, Snowpiercer. gros méchant. Snowpiercer. C'est ça, oui.
Alors, gros méchant, enfin antagoniste, on va dire. Truman Show. Truman Show, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Donc, je le vois souvent, en fait, tout le temps méchant, Ed Harris. Mais il a une tête de méchant. Et il a vraiment une tête de crâne aussi. Le plan en rouge sur fond noir, il vous évoque pas carrément un crâne de squelette? Si. Avec ce mulet magnifique, un des plus beaux mulets de l'histoire du cinéma. Ah bah voilà, fallait qu'il en parle. Et c'est curieux parce que là, on parle beaucoup de Cathy, on parle beaucoup de violence, mais il y a quelque chose qu'on passe un peu sous trappe alors que c'est quand même la tête d'affiche du film. Ah, Kristen Stewart. Bah ouais. C'est marrant finalement, on l'a un peu oublié, Kristen Stewart. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Parce que j'ai l'impression que Kristen Stewart, on en parlera dans tes chiffres, mais j'ai quand même l'impression que c'est un rôle très random pour elle. Enfin, quelque chose qui ressemble beaucoup à tout ce qu'elle a fait auparavant. Je connais assez mal Kristen Stewart, en fait. Mais le rôle qu'elle a, c'est exactement l'image que je me fais de Kristen Stewart. Et quelque part, le film, sur plein d'aspects, m'a surpris. Sur le traitement de Cathy O'Brien, sur le traitement de la violence, sur Ed Harris, que je trouve absolument merveilleux en méchant. Mais à aucun moment, Kristen Stewart m'a surpris dans le film, par exemple. Ah ouais, moi je trouve qu'elle donne vraiment le bon pendant à ce qu'est Jackie, en fait, que les deux se complètent très bien. Mais elle joue très bien, tu vois. Mais ça me sort pas des habitudes que j'ai, de l'imagerie Ouais, que j'ai. Ce côté plus cérébral de Lou à la force physique de Jackie. Ouais. Je trouve que ça se complète très bien. Mais du coup, gros spoiler, parce que c'est quand même, je pense, peut-être un élément de division, c'est vraiment la scène de fin. Qu'est-ce que ça vous évoque, vraiment, la scène de fin? Vraiment avec spoil compris. She-Hulk. Oui. Mais du coup, t'en penses quoi? Parce que est-ce que c'est une rupture vraiment dans le film? Est-ce que Bah, c'est de trop? C'est de trop. Moi, en fait, c'est une rupture. Parce que moi, pendant tout le film, je disais, putain, c'est trop bien, waouh, c'est oufissime, j'adore. Et le film, il y a eu ça, ce truc, je spoil pas. Et j'ai fait, oh. Parce que sous un certain angle, ça se comprend. Et sous un certain angle, ça se justifie. Mais vas-y, quoi. Bah, moi, je parlais de l'hyperbole tout à l'heure par rapport à ça, mais je trouve qu'elle fonctionne parce que cette hyperbole indique qu'elle est en pleine possession de ses moyens, déjà au niveau de son corps, et qu'elle est très bien comme elle est, puisque maintenant elle a assumé d'être avec Lou, et que sa vengeance, entre guillemets, est finie, quoi. Enfin, et elle a vraiment terminé sa vengeance, et maintenant elle peut vivre sa vie avec Lou, quoi. Je suis assez d'accord avec Jérém. Et je peux comprendre, c'est un peu surprenant au milieu du film, genre cette transformation. C'est-à-dire qu'en fait, ça assume un propos qui est dit dès le début dans le film, c'est-à-dire le bodybuilding, le grossissement du corps, mais là au point d'atteindre une chose totalement hyperbolique. Le super héroïque. Mais en même temps, je trouve que on parle de la transformation de Jackie, mais c'est aussi la transformation d'Ed Harris. C'est-à-dire qu'en fait, il est réduit à l'insecte, aux insectes en fait, qu'il maîtrisait au début du film. C'est lui-même qui est réduit à un état d'insecte. Et c'est très intéressant, puisque lui avait la force des armes, et même avec une force des armes qui est censée être supérieure, en fait, il est réduit à un état minuscule. Puis il y a ce plan où les deux courent l'une après l'autre dans les nuages. Je sais pas, moi ça m'a sorti un petit peu quelque part, mais j'ai pas de justification, hein, c'est simplement que c'est pas à mon goût. Bah, peut-être que tu considérais que le film était ultra terre à terre, peut-être, et que ouais, c'est ça. Le fait d'avoir un truc un peu plus onirique ou quelque mais chose pas comme tant que ça, t'a terre pas- à terre, parce que des scènes d'hallucination, il y en a eu dans le film. Et le film a montré à certains instants un aspect too much, je veux dire, par ce grossissement des muscles dans l'ensemble. Et justement, c'est pour ça que je dis que quelque part, ça se justifie. Parce que dans la logique d'hallucination, ça se justifie pleinement. Tu peux penser que tout ce que tu vois à la fin est une hallucination totale. Ouais, c'était juste trop pour toi, quoi. Ça m'a sorti du truc, ça m'a sorti de la tension globale du climax alors que j'étais à fond dedans. Mais c'est pas grave. Moi, globalement, je trouve que c'est vraiment une très très belle proposition de cinéma, une très belle découverte. Et c'est un film qui arrive un peu à donner un peu un coup de poing dans le milieu ciné. En fait. Je suis pleinement d'accord. Et d'ailleurs, parce que justement, là, on parlait de la fin, mais moi, le premier plan, parce que le premier plan, je l'ai pas compris. Parce qu'il est incompréhensible dans sa forme. C'est du fond rouge, noir, c'est une forme indescriptible. Le film arrive à te le justifier, à t'expliquer ce que c'est, et ça, j'aime beaucoup aussi. Puis j'aime beaucoup les blagues qu'il y a dans le film de temps en temps. Il y a un ton d'humour global. De toute façon, tu l'évoquais avec l'inspiration de Cohen. C'est vraiment très 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 bien. De toute façon, moi, je l'ai classé là dans mon top de 2024 pour le moment. C'est dans le top 6 ou 7. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un excellent film. J'étais à paix de bout en bout. Et ça fait un moment que, j'avoue que 2024, niveau cinéma, je suis pas très extatique non plus sur la plupart des films que je vois. Mais là, j'avoue que là, Love Lies Bleeding, ouais, très très gros, très très bon film pour moi. Et peut-être pour faire une dernière comparaison avec le film, vu que c'est un film à 24, et que je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec Iron Claw, notamment sur les visions du corps, etc. Alors, le problème d'Iron Claw, c'est quand il est dans du biopic. Un biopic, c'est toujours prisonnier de sa forme. J'aime beaucoup Iron Claw. Mais il souffrait d'un académisme, alors que là, tu sens qu'on est libre derrière la caméra. On se fait plaisir et c'est agréable à voir. Ouais, mais j'ai préféré Iron Claw dans la dimension tragique. Ah, c'est qui s'en différent. dégageait. Moi, je parle vraiment dans cette dimension mise en scène qui est plus libre.
qui est Ça, je agréable, suis vraiment d'accord. sur la mise en scène. Love Lies Bleeding est plus savoureux et plus appréciable en tant que spectacle et en tant qu'ovni cinématographique, alors qu'Iron Claw, effectivement, est classique, mais maîtrisé. Beau dans sa tragédie. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les amis? Moi, c'est bon. C'est bon. Eh ben, rajoute tes chiffres. Le budget, je ne le connais pas, je ne l'ai pas trouvé, donc voilà. En tout cas, il a fait 11 millions de dollars de recettes mondiales, dont 8,3 aux États-Unis. Et pour sa première semaine en France, c'était le 4e des nouvelles sorties avec 37 146 entrées. Derrière Les Guetteurs, Juliette au printemps et IQ, la guerre des poubelles. 11 millions, ça me paraît peu quand même. Après, c'est un film, du coup, rated R à 24. Ouais. Certes, aux US ça fonctionne, mais à l'international, on connaît à 24, ils sont pas forts pour laisser C'est vrai. les droits de leur film. Hein. Mais je me posais la question, le film il est interdit aux moins de 16 ans en France? Moins de 12. C'est tout? Parce que bon, En France, si tu regardes les commissions CSA, on est quand même beaucoup plus. On est moins les- prude, quoi. C'est ça, les États-Unis, des fois, ils te mettent des moins de 18 pour tout et rien. Ouais, enfin là il y a quand même... Oui, là, je suis d'accord. Il y a des moins trucs, 12, peut-être, je suis d'accord. Je le montre pas à un gamin de 14 ans, quoi. Et, ouais, non, c'est juste moins de 12, il y a même pas d'avertissement avec, juste moins de 12. J'ai encore fait un propos de boomer. Oh, mais non. Et si tu veux, le prochain Lantimo, c'est interdit moins de 12 avec avertissement. Oh, boomer entre dans la place. Avant de vous quitter avec les films de l'actualité, on va permettre à Jérémy de parler d'un film qu'il a vu en rab, parce que Jérémy est un grand consommateur de cinéma et que... J'avais le temps. Voilà, pas nous. Et que surtout, je suis un fan de Shyamalan, donc j'étais obligé d'aller voir le premier film de sa fille, Ishana Night Shyamalan, qui s'appelle Les Guetteurs ou The Watchers en VO. Il faudra que je le revoie. Ah bah bravo, merci du renseignement. Non mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai peur de mettre en fait la même grille de lecture que je mets sur les films du père sur les films de la fille. Alors que potentiellement, elle a peut-être pas envie de faire la même chose que son père au niveau de sa mise en scène. Mais il y a quand même quelques trucs où je trouve que c'est bien. Parce que tout le début, pour moi, c'est un parallèle avec le cinéma, parce que t'es sur des personnages, en gros des personnes qui sont devant un miroir, donc un reflet d'eux-mêmes, et qui ne voient pas les personnes qui les regardent. Donc pour moi, ça fait un peu référence au cinéma. C'est des personnes qui sont là dans une pièce avec d'autres personnes qui les regardent sans que les personnes les voient. Pour moi, c'était une analogie du cinéma. Et je pensais que en fait, le film allait suivre totalement ça tout le long du film et que ça allait être une analogie constante du cinéma. Sauf que pas du tout. Le film part dans un délire très fantastique auquel je m'attendais pas du tout. Et ça m'a un peu déconcerté sur le moment. Mais au final, vu les films du père, en fait, qui n'hésitent pas à aller parfois dans le fantastique, etc., est-ce qu'elle serait pas un peu trop attachée au jupon de son père? Bon, son père l'a produit, etc., bon, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je le revoie, rien qu'aussi pour analyser la mise en scène sur tout ce qui est la question de la symétrie du double dans la mise en scène de ce film. Autrement, ça reste un moment plutôt sympa. Mais en vrai, là, j'en sors très mitigé de ma première séance. Je vais profiter de ce que tu dis justement sur l'héritage de Shyamalan sur sa fille en matière de cinématographie pour poser une question qui vient de popper dans ma tête. Et elle se pose aussi par rapport à Cronenberg fils. On est d'accord que nos influences cinématographiques dépendent de ce qu'on voit depuis notre plus tendre enfance. Oui. Ça veut dire que Shyamalan a montré ses films à sa gamine Gus pour que ça devienne Pas forcément son Gus. influence? Pas forcément gosse, mais Bah ça oui, se mais- trouve, elle était là dans le processus des films aussi. Enfin, elle a vu le processus que son père a fait pour faire ses films. Donc, Mais peut-être, parce que j'ai plus Cronenberg en tête, tu vois, mais Cronenberg fils, c'est clairement, ça se veut comme son père. Et je me demande vraiment, genre, à quel moment, genre, normalement, t'es censé avoir fait ta cinéphilie de ton côté. Alors, ok, sans doute que son père lui a montré les mêmes films qui l'ont influé. Je comprends pas trop, en fait. À mon sens, tu crées ta propre cinéphilie, tes propres influences, indépendamment de tes voilà, parents. Mais... d'où le fait que je veux le revoir pour éviter d'avoir la même grille de lecture que pour un film de M. Night Shyamalan. C'est ça. Après, je dis ça, mais aucun de nous trois n'a des parents cinéphiles qui avons guidé nos pas C'est de vrai. films, donc c'est peut-être... ça dépend. Les gens qui ont des papas cinéphiles nous diront. Attends, Julien, ta mère, elle vendait pas des trucs genre ratanouille. Attends, t'es cinéphile de fou, en fait. Les fameux faux films. Bah, il me semble, j'ai ce souvenir de ratanouille que t'avais balancé Ouais, à un moment donné. Ratatouille, il y avait une sorte de parodie de Cars aussi. Je C'est sais pas, Bagnole. je sais plus dans quel épisode on en a parlé, mais... Ouais. D'ailleurs, Dans un Joker, il me semble. pendant qu'on regardait les Back Riders, je me suis demandé, est-ce qu'au Québec, ils appellent ça les motards? Ainsi se conclut la première partie de cet épisode de DCP. La deuxième partie va être un peu plus courte, mais elle va commencer par les chiffres de Jérémy.
Pour aujourd'hui, et vu les films dont on a parlé, j'avais le choix entre faire les chiffres de Tom Hardy et ceux de Kristen Stewart. Les deux me tentaient bien, et donc pour une fois, c'est vous, messieurs, qui avez eu le choix final du sujet. Et donc pour cette fois-ci, on va parler des chiffres de Kristen Stewart. Je tiens à préciser que les chiffres du box-office qui vont être donnés ne prennent pas en compte Love Lies Bleeding, bien évidemment, et j'ai pris en compte tous les films dans lesquels Kristen Stewart a joué, que ce soit un rôle principal ou juste une petite apparition. Kristen Stewart, c'est 23 ans de carrière depuis son premier rôle au cinéma dans The Safety of Objects, datant de 2001. C'est 46 films à son actif, si on compte Love Lies Bleeding, et 44, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels Stewart a travaillé. Il y a seulement que 2 réalisateurs avec lesquels elle a travaillé 2 fois, Bill Condon pour les 2 derniers volets de la saga Twilight, et Olivier Assayas pour Sils Maria et Personal Shopper. On peut noter qu'elle a joué avec des réalisateurs reconnus tels que David Fincher, Barry Levinson, Olivier Assayas, Ang Lee, Woody Allen ou encore David Cronenberg. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté c'est Into the Wild de Sean Penn avec une moyenne de 8,1 sur 10. Et selon vous, son film le moins bien noté c'est lequel ? Twilight 3. Twilight, le 4. Et bah non, c'est Twilight 2 avec 4,8 sur 10. Et Kristen Stewart a joué dans des films notés en moyenne 6,1 sur 10 sur IMDb. Kristen Stewart a joué dans 6 films qui ont atteint les 100 millions de recettes aux États-Unis, dont 3 les 200 millions et même 1 les 300 millions. Son film ayant fait le plus de recettes aux USA, c'est Twilight chapitre 3, donc avec un tout petit peu plus de 300 millions de dollars de recettes. Niveau mondial, pour une fois, ce n'est pas le même film que celui qui a fait le plus de recettes aux USA, puisque cette fois-ci, c'est le chapitre 5 de la saga Twilight, donc Révélation partie 2, qui a engrangé le plus de recettes avec plus de 848 millions. Les films dans lesquels elle a joué ont atteint 8 fois les 100 millions de dollars de recettes mondiales, soit à peu près un film sur 5. Et l'ensemble de ces recettes mondiales s'élève à 4,8 milliards de dollars avec une moyenne à 109 millions. En France, pour une fois, on fait un peu comme tout le monde parce que c'est également Twilight chapitre 5 Révélation partie 2 qui a fait le plus d'entrées en France avec 4 525 647 entrées. Putain, Owen est merde. désespéré. Et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées, hors ceux qui ne sont pas sortis en France, c'est logique, avec Kristen Stewart, c'est Les Petits Braqueurs, sorti en 2004. Combien d'entrées selon vous ? 200. 470 quand même. Ah, j'étais pas loin. T'étais pas si loin. 470. Très fort, Julien, le tout Mais pile. le BG. 9 des films avec Kristen Stewart ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, les films avec Stewart, c'est plus de 28 millions d'entrées en France avec une moyenne de 1,01 million d'entrées. Au niveau des récompenses, Kristen Stewart, c'est 201 nominations dans des cérémonies de récompenses, donc 92 victoires. On peut noter une nomination aux Oscars pour Spencer et un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sils Maria, ce qui a fait d'elle la première actrice américaine à avoir gagné un César en compétition et non pas en César d'honneur. Est-ce que par hasard, t'as pris en compte les Radio Awards pour Twilight ? Ah oui, non, je compte toutes les nominations, donc c'est inclus. ça inclut les Radio Awards. Ok. Et 3, c'est le nombre de collaborations entre Kristen Stewart et Jesse Eisenberg. Alors je voulais pas prendre Robert Pattinson parce que c'était trop évident. Et que ça venait de la même saga, donc c'est un peu trop facile, mais on a vu Kristen Stewart et Jesse Eisenberg dans 3 films qui sont American Ultra, Adventureland et Café Society. On va passer à nos chiffres sur la filmographie de Kristen Stewart. Et vous allez comprendre certaines choses. Donc, au nombre de films vus avec Kristen Stewart, on a 2 teams. Julien qui est en solo avec 4 films vus et Owen et moi qui sont à 5 films, ce qui est pas énorme quand tu vois qu'elle a 46 films à son actif. Le seul film avec Kristen Stewart qui a été vu par tous, bah vous savez lequel c'est et vous savez ce qu'on en pense puisque c'est Love Lies Bleeding. Et à contrario, 38 films avec l'actrice n'ont été vus par personne. Il y a Zathura par exemple, Jumper, certains films de la saga Twilight, ou les 2 films d'Assayas aussi par exemple. Est-ce que par hasard, c'est pas les derniers épisodes de la saga Twilight parce que aucun d'entre nous n'a été capable d'aller au bout ? On va voir, parce que Owen est le seul d'entre nous 3 à avoir vu Into the Wild, Ouais, c'est vachement bien. et je suis le seul à avoir vu Blanche-Neige et le Sacheur et Underwater. Mais attends, personne d'entre vous n'a vu Panic Room ? Attends, j'arrive là-dessus. Ok. Au niveau des films qu'une seule personne d'entre nous n'a pas vu, Julien est le seul à ne pas avoir vu Panic Room. C'est vachement bien. Et c'est trop bien Panic Room. Je vais rattraper ça. C'est Fincher dans sa forme de mise en scène la plus pure. Narrativement parlant, c'est pas très intéressant, mais Fincher à la caméra, ça reste un des meilleurs metteurs en scène de sa génération. Il l'a prouvé avec The Killer. Oh, les petites piques à Owen, toujours un classique.
Owen est le seul, en parlant d'Owen, il est le seul à ne pas avoir vu Les Crimes du Futur de David Bah ouais, Cronenberg. je l'ai raté au cinéma à l'époque. C'est pas exceptionnel. Oui, Les c'est films pas du le- futur, c'est pas le le- meilleur des Cronenberg qui a Voilà. été fait. Hein. C'est pas le Cronenberg le plus nécessaire. Et personnellement, je suis le seul à ne pas avoir vu les 2 premiers volets de la saga Twilight que vous avez vus, chers messieurs. Hein. Alors sachez que ma sœur m'a montré le premier à l'époque en DVD. Je l'ai regardé en mode... Je sais pas, j'avais 10 ans. Et elle m'a quand même traîné pour aller voir le 2 au cinéma. Elle a pas réussi à me traîner pour aller voir les 3 suivants. Hein. Alors moi, je sais que j'ai vu les 2 premiers, peut-être le 3, mais j'ai pas assez de souvenirs. Je sais que j'en ai vu 2 sûrs, peut-être le 3, je sais pas. J'étais petit. Quelque part, je serais tenté de lire les livres. Parce qu'on m'a dit, ouais, les livres, ils sont bien et tout. Est-ce qu'on se ferait pas un marathon Twilight, non? D'abord, Ouais. on va lire les livres. Enfin, je vais lire les livres. On en reparle après. Pourquoi Et des- regarder Le Seigneur des Anneaux quand tu peux regarder Twilight? Voilà. Est-ce que... Et oui, j'en ai fini pour les chiffres de Christian Stewart. Bah, merci pour ces chiffres. En vrai, j'ai l'air vachement blasé, mais... Bah, c'est les chiffres hauts de Twilight qui te blasent un peu, non? Ouais, mais en fait, Kristen Stewart, c'est vraiment une actrice. Je n'ai pas vu assez d'elle et je me sens très nul de ne pas avoir vu Spencer, par exemple, parce qu'on a des amis qui nous ont dit à quel point Spencer était bien et aucun de nous ne l'a vu. Bah, c'est ça, quand tu vois qu'on a vu 5 films max et qu'on en a fait 45, ça fait Mais, pas loin de 10% de la filmographie. C'est Je suis très heureux que quand je vois Kristen Stewart à l'écran sur une affiche et Robert Pattinson, eh bien, ce n'est plus Twilight qui me revient en tête en premier. C'est ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment content que ça ne les ait pas emprisonnés tous les deux. Alors, ce sont, même si on n'a pas vu énormément de films de Kristen Stewart, ce sont tous les deux de très très bons acteurs. Maintenant, Robert Pattinson, pour moi, c'est Batman. Très bien, et ben on en arrive au fameux Joker et cette fois-ci, il est attribué à Julien. Et il a préparé son Joker. Écoutez, je pense qu'il tombe dans la bonne émission, parce qu'on a parlé du corps, et je vais vous parler du corps également. Pour préparer ce Joker, en fait, j'ai eu l'occasion de lire, presque terminé, notamment le livre Audrey Hepburn, Une star pour tous, de Pierre Charpilloz, donc c'est édité par Capricci, c'est leur petite collection Capricci Story, des petits livres biographiques très courts, une centaine de pages, je vous recommande, et quasiment fini, il reste que quelques pages, le fameux Prodige d'Arnold Schwarzenegger de Jérôme Momsilovitch, également édité chez Capricci. Et à partir de ces 2 livres, je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. Et après, on verra ce que ça vous évoque. Je vais vous parler d'Audrey Hepburn, un corps qui est devenu une image. Audrey Hepburn, c'est un corps qui est trop grand, trop maigre, pour espérer être danseuse étoile qui était pourtant son rêve, qui se voit dans l'impossibilité d'être une danseuse étoile à l'âge de ses 20 ans. Pourtant, à ses 30 ans, c'est elle qui va partager l'affiche d'une comédie musicale avec Fred Astaire, Drôle de frimousse de Stanley Donen. Drôle de frimousse, c'est le visage à la fois innocent et espiègle d'Audrey Hepburn, qui est d'un physique à l'opposé des canons de beauté, et qui va devenir pourtant une certaine image de la féminité, mais également de l'élégance. C'est une image, parce que oui, qui n'a jamais vu une photographie ou un poster d'Audrey Hepburn dans une maison comme accessoire de décoration? Et sans doute la plus connue que vous avez pu voir de cette photo, c'est sans doute celle de Breakfast at Tiffany's, donc de Blake Edward, en français Diamant sur canapé, où vous voyez Audrey Hepburn dans une robe noire qui tient une cigarette et qui nous renvoie son regard. Ce film de Blake Edward, c'est celui-ci qui va asseoir définitivement sa célébrité, mais aussi son statut d'icône de la mode. L'histoire est encore plus étonnante quand on sait que ce film est adapté d'un livre de Truman Capote, et que Truman Capote, en l'écrivant, il avait en tête Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe et Audrey Hepburn, c'est quand même quelque chose de très différent. Et si ça peut être surprenant, en fait, on se rend compte que la vie d'Audrey Hepburn, c'est aussi celle que racontent ses films, que c'est le récit d'une transformation permanente, et que c'est le récit d'une star pour tous, donc une star pour tous, le sous-titre du livre dont je vous parle. Car Audrey, c'est l'image de la mode, mais c'est aussi l'image de l'Europe et de l'Amérique, c'est aussi l'image de la noblesse et du peuple. De son histoire personnelle à l'histoire de ses films, on va retrouver toujours un enjeu qui est le même, c'est celui de la naissance d'une Cendrillon moderne. Donc Audrey Hepburn, pour retracer un peu son histoire, c'est une fille qui vient de la petite noblesse néerlandaise de par sa mère. C'est la baronne Van Heemstra. On est très loin des titres prestigieux de duchesse ou encore de princesse. Son père, lui, s'appelle Joseph Ruston et va accoler à son nom celui de Hepburn, celui qu'elle va garder justement dans sa carrière. Et ce nom, en fait, il fait référence à une certaine maison noble en Angleterre, sauf que ce lien de parenté n'est aucunement avéré. C'est du pur storytelling. Et pourtant, ce nom de scène qu'elle va garder, Hepburn, qui est censé être issue de la noblesse, et tout pourtant l'éloigne de ce mode de vie de la noblesse. Elle qui va partir en Amérique vivre de ses performances à Broadway qui est d'une certaine manière l'antithèse de la noblesse de la danseuse étoile.
Pendant la guerre, malgré que sa mère soit une baronne, ça ne va pas l'empêcher de souffrir de l'occupation allemande et de souffrir de la famine. Une famine aussi qui explique en fait son corps très maigre et qui explique aussi qu'elle a pu souffrir d'anorexie lors de sa carrière. Étant donné qu'elle a un nom britannique également, elle est obligée de cacher son nom. Elle ne peut pas garder le nom de Ruston. En fait, on se rend compte, dès le début de sa vie, elle a plusieurs identités. Elle est à la fois britannique, elle est néerlandaise, elle est une actrice de l'Amérique en Europe, mais aussi une actrice européenne en Amérique. En fait, elle incarne tout ça à la fois. C'est une actrice à qui on ne promettait pas grand-chose, et pourtant, sa carrière, comme un conte de fées, est celle d'une Cendrillon qui essuyait les planches de Broadway et va finir dans les palais d'Hollywood. En 1956, dans Vacances romaines, le premier film qui va la faire connaître, elle va incarner une princesse qui fuit son monde pour vivre une histoire d'amour avec un journaliste. Un an plus tard, dans Sabrina, de Billy Wilder, elle joue une domestique américaine qui, après un séjour à Paris, devient un modèle d'élégance. En 1963, dans Charade, de Donen, c'est une riche bourgeoise qui vit entre la Suisse et Paris. Un an après, dans My Fair Lady, de Cukor, elle incarne Eliza Doolittle, une fleuriste que le professeur Higgins va tenter de transformer en lady. En fait, on voit que la filmographie d'Audrey Hepburn est à l'image de sa vie, une perpétuelle circulation de ses différentes incarnations. Connue en tant qu'actrice, elle sera aussi connue dans l'autre moitié de sa vie pour son engagement humanitaire. Décédée en 1993, sa tombe ne va contenir ni ornement ni artifice, c'est une simple stèle avec son nom, et elle se situe dans un petit village suisse, loin des grandes capitales européennes qu'elle a tant fréquentées. Donc, de ce corps devenu image, devenu une star, il y a aussi une autre personnalité qui partage ce même destin, c'est celui de Schwarzenegger. Destin singulier de ce corps devenu image, faisant de lui une star. Du corps trop maigre d'Hepburn, on passe à ce physique très gonflé de Schwarzy. C'est un monstre des freak shows, une bête de cirque itinérant du 19e siècle qui a réapparu comme par magie dans les années 70. C'est un corps qui est totalement inédit et qui provoque une fascination par sa démesure. Et pourtant, ce corps qui semble inédit n'est qu'un retour aux sources au premier temps du cinéma. Parce que c'est ce cinéma muet et forain où, sans le son, la performance ne provenait que de la gestuelle de l'acteur. En fait, l'apparition de Schwarzenegger sur l'écran, elle est aussi saisissante pour le spectateur que le mouvement du train arrivant en gare de La Ciotat. D'un simple corps spectacle, le physique de Schwarzy va devenir l'image du succès, celui du rêve américain. C'est l'histoire d'un émigrant autrichien qui finit par devenir gouverneur de Californie. En fait, son histoire, c'est elle-même une fiction. C'est un storytelling permanent pour répondre à cette image. L'histoire personnelle de Schwarzenegger, elle est faite de volonté et de discipline. C'est un véritable corps automate. Il ne pouvait donc y avoir de meilleur acteur pour incarner le Terminator, homme robotique qui incarne un robot imitant un homme. C'est une image parfaite qui accomplit le rêve ultime de l'homme, c'est-à-dire dépasser ses propres limites. Or, en dépassant ses propres limites, comme exemple, on a Schwarzenegger qui est un surhomme nietzschéen de Conan le Barbare, ou on pourrait dire une figurine géante dans Predator. Mais dépasser les limites de son corps, dépasser les limites du corps humain, c'est aussi condamner celui-ci, et passer dans l'ère du post-humain et du transhumain. Machine mimant l'homme dans Terminator, c'est un clone dans À l'aube du 6e jour. Et l'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui du personnage de Douglas Quaid dans Total Recall, qui n'est que le souvenir d'un autre homme. Arnold Schwarzenegger incarne l'image de la toute-puissante comme son dépassement, mais également sa propre contrefaçon, sa propre parodie. C'est ce qui feront le succès et la beauté des films de Verhoeven et de McTiernan qui en font dans leur film un personnage impuissant. J'avais déjà parlé de Predator dans un autre exemple, j'ai évoqué Total Recall, donc là on peut parler de Last Action Hero, où le personnage de Schwarzenegger se rend compte de son propre statut fictionnel. Ces deux exemples posent un constat suivant, que l'acteur est plus qu'un simple matériau au service du réalisateur, et peut être détenteur d'une œuvre où le fictif et le réel se nourrissent mutuellement. Je ne sais pas si ça vous évoque autre chose, d'autres exemples, ou pas. Alors si, moi ça m'évoque très clairement un truc dont j'avais fait un dossier pour un cours. Margot Robbie. Parce que de base c'est une mannequin qui quand même permet grâce à la reconnaissance qu'elle a eue, notamment grâce au Loup de Wall Street, à faire sa boîte de prod et à produire des films, notamment I, Tonya, qui pour moi est la performance la plus pertinente du cinéma indépendant américain des années 2010. C'est très précis, mais voilà, puisque en fait Tonya Harding, de base, elle n'était pas faite pour faire du patinage artistique parce qu'elle venait d'une classe sociale trop pauvre et on lui a toujours dit qu'elle n'y arriverait pas. Bah, Margot Robbie, c'est un peu la même. Elle venait du mannequinat, on lui a dit t'arriveras jamais à être actrice. Au final, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a réussi à devenir actrice. Maintenant, c'est une putain d'actrice, c'est une putain de productrice qui a réussi en fait et qui a fait un gros fuck à tout le monde, quoi. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, le portrait dont tu parles de Audrey Hepburn, bah, on l'a chez ma mère. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence d'Audrey Hepburn, en fait. Par une image, par cette image. Ouais. Enfin, c'est pas cette image exactement. C'est une image d'elle devant des draps noirs, en train de tirer une cigarette, mais c'est issu du même film. Tu tapes Audrey Hepburn, c'est la deuxième image qui sort. Mais effectivement, il y a peu d'actrices qui, en une image, réussissent à saisir un peu
toute leur identité. Et une image en plus qui passe par cette notion du corps. C'est vrai que Schwarzenegger, de toute façon, tu parles de Terminator, moi c'est ma Madeleine de Proust, mais ça fait partie de ses corps ultimes, tu vois. Et vraiment. Et encore là, j'ai essayé un peu de synthétiser ces deux lectures au terme d'une seule même thématique, mais vraiment le prodige d'Arnold Schwarzenegger, de Mom Silovich, j'ai vraiment fait que l'effleurer. C'est d'une richesse en termes de thématique. Je vous conseille vivement de le lire. C'est très riche, ça peut parfois être un peu beaucoup à digérer en termes d'informations, mais c'est super intéressant. Ça donne vraiment une autre vision au film. Mais tu vois, j'arrive pas à trouver d'autres corps d'acteurs. Enfin, il y en a, tu vois, qui me viennent en tête, comme par exemple Tom Cruise dans Top Gun, mais ça arrive pas à trouver cet équivalent d'Audrey Hepburn et de Schwarzenegger. En fait, c'est tombé un peu par hasard, c'est que je cherchais un Joker à faire. J'ai quasiment fini le prodige d'Arnold Schwarzenegger, et en fait, tout ce que disait Mom Silovich sur le rapport au corps à seule image, je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qui m'est ressorti de la lecture de la biographie d'Audrey Hepburn, parce que j'ai lu les deux de manière chevauchée, et en fait, je me suis dit, c'est vrai que ces deux personnages ont une histoire commune, finalement. Totalement. Et encore, Audrey Hepburn est décédée, donc elle a cet aspect d'icône que n'a pas encore, je pense, Schwarzenegger, qui a encore... pas une carrière cinématographique, que c'est fini, mais le truc de Schwarzenegger, c'est que son histoire fictionnelle est continue à travers sa propre personne, en fait. C'est-à-dire que même quand il était gouverneur de Californie, c'est déjà une sorte de film. Mais tu vois, Schwarzenegger, au-delà du corps, t'as aussi cet accent qui est extrêmement présent dans son imagerie. C'est-à-dire quand tu penses à Schwarzenegger, ok, tu penses à ce corps nu qui arrive de nulle part dans Terminator 1, mais t'as cet accent quand il dit I want you both your clothes. He'll be back. Alors qu'en fait, bêtement, et là je me rends compte bêtement, Audrey Hepburn, je n'ai pas sa voix en tête. Ah oui. Pourtant, j'ai vu des films avec elle, mais j'arrive pas à me remémorer Elle a sa cette voix. voix très, très aiguë, très expiègle, très criarde des fois, très exclamatif. Maintenant que je me rends compte, il y a des corps qui finalement sont aussi iconiques que ce qu'on peut décrire, mais en fait, c'est des corps qui appartiennent à du cinéma qui a 100 ans. Ce sont les corps du burlesque. Oui. C'est-à-dire ceux de Keaton et Chaplin, mais qui sont pas dans ce qu'on peut penser comme des gros plans, comme on a vu dans Love Lies Bleeding. C'est vraiment genre des corps, parce qu'ils ils prennent des formes qui nous surprennent. D'autant le cinéma muet d'où tout spectaculaire passe par la gestuelle, la pantomime. Alors, en parlant de gestuelle, tout ça, moi je pense à Louis de Funès aussi, en fait. Oui. Bien sûr, qui... ne serait-ce qu'avec ses mimiques, en fait, ça serait du burlesque amélioré, entre guillemets, avec la voix, avec le dialogue... avec toute l'excentricité qu'il mettait et l'énergie qu'il mettait dans tous ses rôles aussi. Enfin, je trouve que c'est une figure qui fait que c'est un corps dont tu te souviens. Et là, c'est marrant parce que ça m'évoque un truc qui est pourtant son exact opposé, ce serait le corps de Christian Bale. Parce qu'en fait, ce corps-là, quand tu le regardes dans un film, c'est jamais le même. Il est malléable au possible. C'est ça, corps, mais c'est l'extra film qui fait du corps de Christian Bale une aura mythique. C'est parce que dès que tu connais les conditions et dès que tu regardes un film puis un autre de Christian Bale, c'est ça qui le rend énorme. C'est genre tu peux regarder The Dark Knight et te dire « Waouh, il est musclé ». Et ensuite tu regardes The Machinist. Exactement. Et après tu regardes Vice. Ouais. Et après tu regardes Le Mans 66. Et ça pour le coup c'est vraiment un acteur qui gagne à être vu dans plusieurs films, dans différents rôles. Et c'est là où on se rend compte de la magnificence de ce corps. Je crois qu'il a arrêté de faire ça justement pour éviter de se ruiner trop la santé. Bah écoute, il a quand arrêté. même plus de 55 balais, je crois, Ouais, maintenant. faut mieux pour lui qu'il arrête de faire des écarts de poids comme ça, oui. Bah le changement Vice, Le Mans 66, je crois que ça a été vraiment le point culminant. C'est violent. Mais je suis admiratif, Julien, de enfoiré. On fait des jokers en mode ouais, c'est quoi vos cheveux préférés? Et le mec. Ouais, on l'attend toujours celui-là. C'est vraiment les lectures en vrai. J'ai juste synthétisé des lectures. Regarde, il rougit. C'est quoi tes prochaines lectures de cinéma? T'as déjà réfléchi à ça? Je sais pas. J'ai reparlé de... Mais c'est un petit teasing. J'ai reparlé de... je sais plus qui. De John Truby, de Anatomie du scénario. Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai. Non. Je l'ai un peu fiché. Voilà. À méditer dans un prochain épisode. Oh, si tu veux en parler et que je l'ai pas lu, c'est... Non, C'est marrant. mais justement, c'est intéressant le fait que tu ne l'as pas lu. Je l'ai lu en partie. J'ai pas tout lu. Ça, c'est intéressant aussi. Ça m'intéresse. Parce que c'est un peu un pavé, donc... Mais pas aujourd'hui. Pour un autre épisode. Ouais. Du coup, tu donnes ta carte Joker à qui? Fred. Il y a Fred qui est là, du coup, là, c'est sûr et confirmé. Dans 2 semaines, oui, je pense. Eh bien, on le donne à Fred, parce que Ouais. de base, je lui avais donné, il s'est éclipsé. Ouais. Il va reprendre le Je vais Joker reprendre original. le Joker. Ça fait 6 ou 7 épisodes qu'on n'a pas eu un Joker à Fred. Eh ben, on le donne à Fred. Bah voilà.
On croise les doigts, mais normalement c'est vrai. Dans 2 semaines, Fred est de retour. Mais en attendant, vous pouvez écouter, réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming, sur YouTube, et vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram, sur TikTok. Merci encore de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous fait des grosses bises, et à dans 2 semaines. Salut. Salut.